Nous sommes en pleine crise des agriculteurs. La colère dans le monde agricole. La colère des agriculteurs qui prend de l'ampleur contre les normes trop étouffantes. Du lisier, de la terre et des pneus, la plateforme logistique de Miramas est bloquée depuis la nuit dernière. Dans les années 80, on était encore 1 million de paysans et de paysannes. Aujourd'hui, on est 380 000. En fait, on est face à un vaste plan social silencieux. On est ici pour faire entendre notre voix. Un pupitre en paille pour un Premier ministre au champ. Gabriel Attal a donc tenté hier de calmer la colère des agriculteurs. On ne s'arrêtera pas de toute façon tant que le gouvernement n'aura pas pris des décisions. Bonjour Arnaud Rousseau, vous êtes le président de la FNSEA, le premier syndicat agricole français, vous êtes le premier interlocuteur du gouvernement. Monsieur Arnaud Rousseau, qui est également président du groupe industriel Avril. Il a bâti sa fortune sur la spéculation des matières premières agricoles. Nous sortons d'un échange avec le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture. Son intérêt personnel va être de garantir ce libre-échange, ce libéralisme, etc. Et c'est pour ça qu'on n'obtient rien de concret sur le revenu. Il faudrait que ce mouvement s'émancipe de la FNSEA. Sinon, le monde agricole, on prend encore pour 5 ans, où on va leur faire croire que l'Europe, c'est des méchants, les écolos, c'est des méchants, les consommateurs sont des méchants. Le mal, il est commun, c'est le libéralisme, c'est le libre-échange, et on peut peut-être arriver à mettre un coup là-dessus. Je suis Thomas Gibert, je suis maraîcher sur une ferme en Haute-Vienne, au sud de la Haute-Vienne, et je suis également secrétaire national de la Confédération paysanne. Les raisons de cette colère et les racines de ce mouvement, c'est très simple. C'est la question du revenu. Aujourd'hui, faut savoir qu'on est une des professions les plus précarisées de France. Le revenu, c'est vraiment une question centrale. C'est vraiment très souvent qu'on a affaire à des revenus qui sont en dessous de la moitié du SMIC horaire, peut-être même en dessous du quart du SMIC horaire. Un peu comme les gilets jaunes, il y a une étincelle qui est passée par rapport à l'augmentation des taxes sur le GNR, qui a en fait la goutte qui fait déborder le vase. Et aujourd'hui, il y a un ras-le-bol de cette précarisation de notre métier, alors qu'il est quand même assez essentiel dans la société. Et on a un ras-le-bol de travailler pour que dalle, en fait. Parce que souvent, on compare un revenu mensuel, mais il faut savoir que sur les fermes, on y est tous les jours. Et que c'est énormément d'heures et que ça fait longtemps qu'on se bat pour ça. Il y a un ras-le-bol et il est généralisé parce que les causes profondes sont communes. Les causes profondes, elles sont communes parce que tout est lié au libre-échange, selon nous. Il n'y aura pas de revenus décents sans prix, sans rémunération de nos productions. Et qu'est-ce qui régit le prix en ce moment ? C'est le dogme du libre-échange. Aujourd'hui, il y a des traités de libre-échange qui sont signés au niveau européen, au niveau mondial, qui mènent aux productions en concurrence sur le marché international. On pensait la Commission européenne plus prudente envers les traités de libre-échange. Eh bien, on avait tort. Bruxelles tient son accord avec le Mercosur, qui regroupe l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Après 20 ans de négociations, la ratification pointe son nez. Ce qui ne plaît pas du tout à certaines ONG et entreprises en France. Je le dis très fermement puisqu'on parle de l'international. La France s'oppose de manière claire, comme elle l'a fait depuis le premier jour par la voix du président de la République, à la signature du traité Mercosur. Je le redis ici de manière très claire, très nette. Le président de la République s'y est toujours opposé et nous continuons et continuerons à nous y opposer. Sur les annonces de Gabriel Attal sur la non-signature du traité du Mercosur, pour le citer exactement, on pense qu'il y a un loup. Parce que, en fait, c'est la position d'Emmanuel Macron depuis 2020 de ne pas signer cet accord-là. Sauf qu'on le voit bien, les négociations, elles continuent d'évoluer et même elles sont en phase terminale dans les semaines à venir. Donc pour nous, il y a un enjeu crucial et urgent à ce que la France bloque les négociations pour éviter que ce traité ne nous soit imposé. Parce qu'au final, même si on ne le signe pas, il peut nous être imposé au niveau européen. L'Union européenne a scellé ce dimanche un accord commercial ambitieux avec la Nouvelle-Zélande, partenaire clé dans la région Indo-Pacifique. La présidente de la Commission européenne et le Premier ministre néo-zélandais ont souligné les liens culturels de longue date et les valeurs partagées entre les deux entités.
Les exportations de l'UE vers l'archipel du Pacifique pourraient augmenter d'un montant pouvant aller jusqu'à 4,5 milliards d'euros par an. Ce type d'accord, c'est toujours la problématique des avantages comparatifs. La Nouvelle-Zélande a un coût de production extrêmement faible au niveau que ce soit de la viande ovine ou des productions laitières, parce que voilà, ils ont énormément de prairies qui sont extrêmement productives, et du coup, ils ont un coût de production qui est bien plus faible que le nôtre. Donc du coup, nos productions françaises vont être en concurrence directe sur le marché français avec des productions de Nouvelle-Zélande. Donc ça, en fait, ça n'a aucun sens quand on réfléchit aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux. Juste pour des raisons économiques, parce qu'il y a une certaine rentabilité à produire en Nouvelle-Zélande ces productions, on va les faire venir de l'autre bout du monde. Alors qu'en réalité, ça n'a aucune cohérence agronomique et économique. Il y a deux choses à faire, c'est protection et régulation. Protection de quoi ? Protection vis-à-vis des accords de libre-échange. On ne peut pas, comme le président Macron pendant la crise Covid, dire déléguer notre alimentation à d'autres est une folie, et en même temps continuer à signer des accords avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili, comme la nuit dernière, ou ça se profile avec le Mercosur. Il faut de la régulation. Il faut que l'État vienne remettre des prix planchers. Il faut qu'on puisse dire que 45 centimes d'euros du litre de lait, c'est le minimum, par exemple. Donc nous, on pense qu'il faut casser tous ces traités de libre-échange. On pense également qu'il faut des outils de régulation du marché pour pouvoir stopper complètement la concurrence sur le marché international. Donc nous, notre proposition, c'est aucune production ne rentre sur le territoire français en dessous des coûts de production. C'est ce qu'on appelle les prix minimums d'entrée. Donc ça, c'est une mesure protectionniste, mais qui n'est pas une mesure sur le renfermement sur nous-mêmes, puisqu'elle est en solidarité avec les paysans et les paysannes au niveau international, et parce qu'elle n'interdit pas le commerce, mais elle permet aux paysans des pays exportateurs d'améliorer leurs conditions sans forcément imposer de manière impérialiste notre vision. Ça permet que nous, en tant que paysans et paysannes français, on n'est plus en concurrence sur le marché international. Troisième point très important qu'on souhaite mettre en avant sur cette mobilisation, c'est les prix minimums garantis. Il faut qu'on réussisse, c'est un peu ce qui avait été tenté avec les lois Egalim. La loi Egalim était censée donner des garanties aux agriculteurs, une promesse d'Emmanuel Macron. Objectif, mettre fin à la guerre des prix et rééquilibrer le rapport de force entre agriculteurs, distributeurs et industriels. Parmi les mesures phares, l'encadrement des promotions avec la fin du un produit acheté, un gratuit. Sauf que dans la pratique, rien n'a vraiment changé. Il faut absolument obliger la grande distribution et l'agro-industrie, faut leur tordre le bras pour les obliger à acheter nos productions au-dessus de notre coût de production. Ça paraît être du bon sens, mais ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a vraiment énormément de problèmes au niveau du revenu. Il y a effectivement un problème sur les normes, mais je pense qu'on le prend par le mauvais bout. Je pense que la grosse question, c'est que dans les politiques agricoles aujourd'hui, il n'y a pas de planification. Et du coup, on va taxer le GNR sans solution de revenu derrière, alors que déjà, les paysans et les paysannes sont dans une précarité extrême. Alors évidemment que c'est mal pris pour la profession. J'entends beaucoup de responsables politiques, et notamment Gabriel Attal, dire que c'est les mesures environnementales qui sont le vrai problème des agriculteurs. Le vrai problème des agriculteurs, c'est pas ça. Le vrai problème des agriculteurs, c'est qu'ils bossent 70 heures par semaine et qu'ils gagnent entre 700 et 1500 euros. Oui, mais qui ferait ils ça? dénoncent aussi les normes. On les entend, les normes environnementales, en fait, ça va trop vite, ça va trop loin et ça leur met trop de pression. Le problème des normes environnementales, c'est que ça s'ajoute à tout le reste. C'est-à-dire qu'on demande toujours plus aux agriculteurs. Pareil pour les normes environnementales, en fait. On a zéro revenu, on rajoute des normes environnementales qui sont contraignantes, qui vont rajouter du travail. Et du coup, forcément, elles sont mal prises par la profession. Alors que si on réglait cette question de revenus, il y aurait aucun souci pour pouvoir mettre en place des haies, pour pouvoir travailler pour la biodiversité. Qui sont les victimes du réchauffement climatique? Est-ce que ce ne sont pas aussi, voire surtout les agriculteurs? Donc il y a aussi des confusions dans les objectifs. Après, que ça soit aménagé pour une transition acceptable et acceptée, et surtout positive pour une partie des agriculteurs qui souffrent particulièrement. Évidemment, oui. D'où la politique européenne
qui est, encore une fois, le premier budget de l'Europe, c'est l'agriculture. Le premier pays à bénéficier de la PAC, c'est la France. Donc, arrêtons de jeter le bébé avec l'eau du bain. D'autant plus que si on perd ces normes-là, on va le regretter plus tard. Parce que l'effondrement de la biodiversité, la chute du carbone dans les sols qui retient l'eau et compagnie, tout ça, c'est des enjeux qui sont sur le long terme. En revanche, le gros problème d'aujourd'hui, c'est que l'immense majorité des normes, elles sont au service de l'agro-industrie et du libéralisme. Alors qu'elles devraient être au service des paysans et des paysannes pour qu'on puisse exercer notre métier correctement. Donc, nous, on pense qu'il y a des normes qui sont efficaces pour nous protéger. On pense, par exemple, à l'interdiction des OGM sur le territoire français. Ça nous sert quand même à quelque chose d'important. L'autonomie sur nos fermes, la possibilité d'utiliser nos semences paysannes sur nos fermes, etc. Pour nous, par exemple, la question des pesticides, il faut le prendre par le biais du libéralisme, toujours. On ne peut pas interdire un pesticide du jour au lendemain comme ça. Les paysans et les paysannes qui utilisent des pesticides, ils ne le font pas par plaisir. Ils le font parce que s'ils ne l'utilisent pas, leur coût de production va augmenter. Et du coup, leur marge va diminuer. Ils seront dans une situation de précarité encore plus extrême. Et donc, faire des propositions politiques d'interdiction de pesticides sans prendre en compte le fonctionnement systémique, forcément, c'est mal pris par la base. Donc, du coup, il faut réfléchir stratégie aussi et adapter son discours et avoir un discours beaucoup plus systémique pour qu'aussi le fossé qu'il y a de plus en plus entre les politiques environnementales et le monde paysan ne continue à se creuser, quoi. Aujourd'hui, on pense qu'il y a un gros problème d'interlocuteurs au niveau du gouvernement pour décider de leur politique agricole. On n'a rien contre la FNSEA de manière générale. Contre les adhérents et les adhérentes de la FNSEA, ce sont des paysans et des paysannes comme nous, on a le même métier. En revanche, leur représentant syndical, je pense notamment à M. Arnaud Rousseau, qui est président de la FNSEA, mais également président du groupe industriel Avril. Ce monsieur-là, il a bâti sa fortune sur la spéculation des matières premières agricoles. Et donc, son intérêt personnel va être de garantir ce libre-échange, ce libéralisme, etc. Et c'est pour ça qu'on n'obtient rien de concret sur le revenu. Parce que c'est le seul interlocuteur du gouvernement. C'est la FNSEA qui fait à peu près ce qu'elle veut en matière d'agriculture. C'est la FNSEA qui dicte le nom du ministre de l'Agriculture. La meilleure chose qui puisse arriver aux agriculteurs, lesquels d'ailleurs en privé, moi j'en connais plus, un monde que je pense bien connaître, j'en connais pas qui soutiennent la FNSEA. En fait, il faudrait que ce mouvement s'émancipe de la FNSEA. Sinon, le monde agricole, on prend encore pour 5 ans, où on va leur faire croire que l'Europe, c'est des méchants, les écolos, c'est des méchants, les consommateurs sont des méchants. Et du coup, lui défend corps et âme le libre-échange. Alors que, et du coup, qu'est-ce qu'on obtient dimanche dernier ? On obtient la réautorisation des néonicotinoïdes sur le territoire français. Mais ça sert à qui ? Ça sert à l'agro-industrie. On est d'accord, ça ne sert pas aux paysans et aux paysannes. Et donc là, il y a vraiment un gros problème de contradiction et de représentativité. On est reçu également demain par Gabriel Attal. Quels sont nos rapports ? Enfin, à vrai dire, pour l'instant, on a plutôt l'impression de participer au théâtre de la démocratie. On n'a jamais été écouté, on n'a pas été écouté depuis vraiment très longtemps à la Confédération paysanne, alors même que nos idées sont largement partagées par la société civile. Et on a vraiment besoin que nos idées soient beaucoup plus écoutées. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une fenêtre politique, médiatique assez importante pour pouvoir réussir à construire ce rapport de force et à être plus écouté par le gouvernement. Et il y a une importance cruciale à ce que le pluralisme agricole soit représenté. Après, je pense que c'est la responsabilité des adhérents et adhérentes de la FNSEA maintenant de se rendre compte de cette situation. Parce que on le voit bien, à la base, leurs revendications, elles commencent vraiment à converger contre le libre-échange et le libéralisme. Et du coup, il faut peut-être qu'il y ait un travail qui se fasse pour qu'enfin, il y ait potentiellement une possibilité de converger contre le vrai mal qui ronge notre profession. Le mal, il est commun. Le mal, il est commun, c'est le libéralisme, c'est le libre-échange, et on peut-être arriver à mettre un coup là-dessus. Je pense qu'on est à une fenêtre politique
assez inédite de par le mouvement qui est au niveau européen. Et peut-être qu'on a une fenêtre où il est possible de mettre un coup dans le libéralisme. Du coup, à la Confédération paysanne, on est... déjà, dans le milieu agricole est extrêmement minoritaire dans la société. Et la Confédération paysanne, on est minoritaire dans le milieu agricole. Donc nous, notre stratégie, ça a toujours été de faire des alliances pour pouvoir porter fort nos revendications. Et aujourd'hui, je pense que le rôle de la Confédération paysanne, c'est de faire le lien entre la société et le monde agricole. Dans le sens où il faut qu'on réfléchisse à pouvoir réussir à converger sur des revendications antilibérales avec les syndicats agricoles. Et d'autre part, on réfléchit du coup à mobiliser les syndicats de salariés pour aussi commencer à mettre sur le débat public les questions d'alimentation et les questions d'accessibilité. Parce que l'un et l'autre va de pair. Ce que j'ai expliqué, on a une question de prix avec la question du libéralisme d'un côté, et on a une question d'accessibilité à l'alimentation de l'autre côté. Et donc pour nous, on a un rôle assez central dans cette mobilisation, et c'est pour ça qu'on va normalement dans la semaine à venir essayer de faire un événement à la Bourse du Travail pour rallier les syndicats de salariés, pour essayer de les faire venir sur ce mouvement social inédit, parce que en fait le mal il est commun. Dans les années 80, on était encore 1 million de paysans et de paysannes. Aujourd'hui, on est 380 000. En fait, on est face à un vaste plan social silencieux. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire dans les campagnes des écoles qui ferment, des services publics qui disparaissent, une désertification des campagnes, et également le fait qu'on soit de moins en moins nombreux et nombreuses en tant que paysans à pouvoir défendre nos intérêts. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi ça le cri. On n'est plus nombreux, les campagnes se désertifient, et c'est ça un de nos slogans à la Confédération paysanne, c'est pour des campagnes vivantes, pour des paysans et paysannes nombreux. Donc pour moi, ça doit être le leitmotiv un peu de toute cette histoire, quoi.